Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va entamer un nouveau chapitre qui est l'hémostase. Après avoir fini avec tout ce qui est globules rouges, donc on va voir c'est quoi l'hémostase et les différentes pathologies de l'hémostase. L'hémostase, donc, c'est les différents mécanismes qui permettent de maintenir la fluidité sanguine sans qu'il y ait un saignement. Donc, c'est un équilibre. Donc, c'est l'hémostase permanente. Ça, c'est en permanence. Le sang circule dans le vaisseau sans qu'il y ait un saignement. Donc, voilà, il est à l'état fluide, mais il n'y a pas un saignement. Donc, c'est les différents mécanismes qui interviennent pour maintenir cette fluidité. Et il y a l'hémostase réactionnelle qui, qui permet donc l'arrêt de l'hémorragie en cas de lésion vasculaire. Donc, c'est les différents mécanismes qui permettent d'arrêter l'hémorragie en cas de lésion vasculaire, de colmater la brèche. Il y a différentes étapes de l'hémostase. Donc, d'abord, il y a l'hémostase primaire quand il y a une lésion vasculaire. Il y a les plaques, il y a un temps vasculoplaquettaire, c'est le premier temps. Donc, il y a le vaisseau qui va intervenir, il y a les plaquettes qui vont intervenir en formant donc un clou plaquettaire. Dans chaque étape, il y a des intervenants. Comme la première étape, peut-être un exemple, donc il y a le vaisseau, il y a les plaquettes, il y a d'autres facteurs. Donc, en formant le clou plaquettaire qui est fragile, c'est le premier temps. Ça, c'est rapidement en 3-5 minutes. Ensuite, il y a ce caillou ou ce thrombus, il va être consolidé par la formation par la fibrine en formant le thrombus rouge. Également, il y a d'autres intervenants, c'est les facteurs de la coagulation, donc ce qu'on appelle la coagulation, au bout de 5 à 10 minutes. Ensuite, il faut bien qu'il y ait une reperméabilisation du vaisseau sanguin, après cicatrisation, ce qu'on appelle fibrinolyse, c'est-à-dire lyse du caillot et dissolution du caillot, et la circulation redevient normale. Donc, voilà ce qu'on appelle l'hémostase. Il y a l'hémostase permanente, donc le sang qui circule le plus normalement dans les vaisseaux sans qu'il y ait un saignement. Et en cas de lésion vasculaire, il y a des mécanismes qui vont intervenir, ce qu'on appelle l'hémostase réactionnelle. Donc, voilà les différentes étapes. On commence avec l'hémostase primaire. Avant d'étudier chaque étape, il faut qu'on parle des intervenants de chaque étape, ensuite les différents mécanismes, différentes étapes. Donc, les acteurs de l'hémostase primaire, c'est les mécanismes qui vont aboutir à la formation d'un agrégat plaquettaire ou bien un thrombus blanc. Ce mécanisme, il permet l'arrêt du saignement dans les capillaires les plus fins. Donc, dans les gros vaisseaux, ce n'est pas la formation de thrombus blanc qui va arrêter le saignement. Dans le premier temps, mais il faut que ce soit coagulation et voilà. Donc, dans les petits vaisseaux, donc le thrombus primaire, thrombus blanc permet d'arrêter le saignement. Quels sont les acteurs de ce mécanisme? Donc, les intervenants qui vont intervenir dans cette étape, c'est la paroi vasculaire, puisque ça intéresse la paroi, les plaquettes, le facteur de von Willebrand et le fibrinogène. Donc ça, c'est les 4 acteurs de l'hémostase primaire. L'hémostase primaire passe par des étapes. Il y a la première étape qui est vasculaire, ensuite il y a le temps plaquettaire. Le temps vasculaire, c'est la vasoconstruction, c'est réflexe. Dès qu'il y a une lésion, il y a une vasoconstruction. Ensuite, il y a différents phénomènes ou bien le temps plaquettaire. On va voir d'abord acteur par acteur, les différents acteurs qui vont intervenir. Ensuite, on va détailler les différentes étapes. La paroi vasculaire, donc, elle est formée, comme vous le savez tous, donc l'intima, le média et l'adventice. Très bien. Dans l'intima, il y a l'endothélium, il y a la membrane basale, il y a le sous-endothélium.
Bien. L'endothélium, c'est tout ce qui est en contact, c'est à l'intérieur, tout ce qui est en contact avec les éléments figurés du sang, avec le sang, avec le plasma, etc. Donc, il a des caractéristiques, donc il est non thrombogène. Donc, il est chargé il a des charges électronégatives et il synthétise des molécules protectrices comme la prostacycline, qui est un antiagrégant, les héparins sulfates et la thrombomoduline. Donc, cette activité permet qu'il n'y ait pas une adhésion avec les éléments figurés du sang. Du coup, il n'y aura pas un thrombus ou formation de coagulation et permet donc il n'y a pas une interaction entre l'endothélium et les vaisseaux. Donc ça, ce qu'on appelle phénomène non thrombogène. C'est caractéristique de l'endothélium. Il y a une activité thrombotique, c'est la synthèse de facteurs de von Willebrand, c'est un des acteurs de l'hémostase primaire et qui est stocké donc dans les cellules endothéliales. Il y a ce qu'on appelle les graines de Weibel-Palade qui synthétisent ce facteur, mais ils ne sont pas sécrétés en permanence. Voilà. Donc, c'est en cas de lésion, etc. Mais la principale action des cellules endothéliales, elle est non thrombogène. Par contre, il y a la membrane basale, bien sûr, qui est le support du sous-endothélium. Elle est liée avec cellules endothéliales par collagène, donc interaction par un collagène type 4, et membrane basale avec le sous-endothélium par fibronectine et collagène type 3. Donc voilà, c'est les liaisons entre les trois couches. Et il y a le sous-endothélium. Sous-endothélium, par contre, il est thrombogène. Il permet l'adhésion des plaquettes, donc l'adhésion des plaquettes qui circulent au niveau du sang. Pour l'instant, si le vaisseau sanguin il est intégré, il n'y a pas de lésion, donc il n'y a pas une interaction parce qu'il y a des cellules endothéliales qui s'intercalent entre sous-endothélium et le flux sanguin. Quand il y a une lésion, donc sous-endothélium, sa caractéristique principale, il est thrombogène, contraire de cellules endothéliales. Il permet l'adhésion des plaquettes sanguines qui circulent au niveau du sang avec le facteur de von Willebrand qui est sécrété par les cellules endothéliales, par le collagène de type 3 et par les myofibrilles et la thrombospondine. Donc, il permet l'adhésion des plaquettes et l'activation des plaquettes. Donc, voilà, on veut résumer le vaisseau sanguin pour être clair. Donc, il y a le vaisseau sanguin, il y a la partie, l'intima qui est qui est formée de cellules endothéliales, la membrane basale et sous-endothélium. Les cellules endothéliales ont une caractéristique non thrombogène, donc qui va permettre au sang de circuler librement, donc de rester fluide. Il n'y a pas une interaction entre les cellules endothéliales et les éléments figurés du sang. Elle est chargée négativement, etc. Et il y a la membrane basale, c'est le support du de l'endothélium, c'est le support du sous-endothélium, et il y a le sous-endothélium qui est thrombogène. Thrombogène, c'est-à-dire quand il y a mise à nu de l'endothélium, il y a une interaction entre les plaquettes et le sous-endothélium par l'adhésion par le facteur de von Willebrand, thrombospondine, par le collagène type 3, etc. Donc ça, c'est caractéristique principale de la paroi. Il faut connaître ça. Ça, c'est pour comprendre. Vous n'êtes pas obligé de retenir tout ça, mais c'est de bien de savoir pour comprendre les mécanismes de l'hémostase. C'est pour vous, principalement. Donc, la membrane et les cellules endothéliales, il y a le média et l'adventice, donc il y a les fibroblastes, il y a l'actinomyosine qui permettent la contraction du vaisseau, et l'adventice c'est la protection, il y a les vaisseaux, il y a la terminaison nerveuse. Donc, voilà. Ensuite, deuxième acteur et intervenant, c'est le plaquette. Qu'est-ce qu'on peut dire sur une plaquette? Donc, on a vu le globule rouge. Maintenant, on va voir le deuxième élément figuré du sang qui est plaquette. Plaquette, c'est, on a dit que il est issu de ce qu'on appelle la mégacaryopoïèse.
Et on a dit que la mégacaryopoïèse, c'est pas comme les autres lignées, comme les érythroblastes pour former des globules rouges, ou bien comme les granules pour... C'est pas une division cellulaire. C'est un phénomène qui est l'endométriose. Mégacaryocyte, c'est une grande cellule qui va... C'est son cytoplasme qui va se fragmenter, donnant des plaquettes qui vont être quitter la moelle et euh, elles vont être libérées dans le sang, ce qu'on appelle des fragments. Les fragments cytoplasmiques, c'est les plaquettes. Mais euh, elles ont un rôle important dans l'hémostase primaire. Ces plaquettes, elles sont formées d'une membrane, bien sûr, membrane cellulaire, d'un cytosquelette qui permet de garder sa morphologie, de microtubules, donc voilà ce que sont les microtubules, système tubulaire, voilà, système tubulaire qui permet la contraction du système tubulaire, il permet la contraction et la rétraction du caillou. Il y a des microfilaments lactine et myosine qui permettent la sécrétion et le changement de la forme et rétraction. D'accord? On va voir c'est quoi changement de forme et rétraction. Les granules denses pour l'agrégation, il y a les granules denses donc pour l'agrégation. Il y a également les granules alpha. Les granules denses, il y a des granules à l'intérieur qui sont les granules denses et il y a ce qui est bleu, c'est les granules alpha. Les granules alpha, ils contiennent le facteur 4 plaquettaire, ils contiennent de fibrinogène qui est le facteur 1 de la coagulation, le facteur de von Willebrand, donc on a vu que le facteur de von Willebrand, il est issu des cellules endothéliales et des plaquettes. Voilà. Et on a thrombospondine, PDGF, et le facteur 5. Il est dans les granules alpha. C'est le facteur 5. Il faut retenir ça. Donc, c'est pour bien comprendre les différents mécanismes qui vont venir après. Les granules denses ils contiennent de l'ATP et de l'ADP, de sérotonine, du calcium, l'histamine, etc. Donc ça, il faut comprendre qu'il y a le cytosquelette qui intervient dans la morphologie, microtubules dans la contraction et la rétraction du caillou, les microfilaments dans la sécrétion et changement de forme, les granules denses pour l'agrégation secondaire, et mitochondries et glycogène. Et ce qu'il faut retenir, qu'il y a deux. Il y a les GP. Les GP, c'est c'est les glycoprotéines qui sont retrouvées à la surface. D'accord? À la surface des plaquettes. Il y a les GP1B9. Ces deux, il faut les retenir. Les GP1B9 et le GP2B3A. Le GP1B9, il permet l'adhésion entre les plaquettes et le facteur de von Willebrand. Et le GP2B3A, il permet l'agrégation, c'est-à-dire l'intervention entre les plaquettes et le fibrinogène. Donc le 1B intervient dans l'adhésion, c'est-à-dire plaquette avec le facteur de von Willebrand. Et le GP2B3A, c'est l'agrégation, c'est-à-dire l'interaction entre plaquettes et fibrinogènes. Ça, ces deux GP, il faut les retenir, c'est des glycoprotéines qui sont retrouvées à la surface des plaquettes. Donc, on passe au troisième et quatrième intervenant qui est le fibrinogène et facteur de von Willebrand. Fibrinogène, il permet donc augmenter en cas d'inflammation, c'est un dimère synthétisé au niveau du foie et mégacaryocytes. On retrouve également du fibrinogène dans les granules alpha, c'est-à-dire dans les plaquettes. Donc c'est pour ça qu'on parle de mégacaryocytes. Le taux normal du fibrinogène, il est entre 2 et 4. Entre 2 et 4. Voilà, donc il intervient dans l'hémostase primaire et dans la coagulation. On va voir donc, on va voir les différents mécanismes de l'hémostase primaire. Donc, fibrinogène intervient dans l'agrégation, sur une des étapes de l'hémostase primaire, et le facteur de von Willebrand, c'est une protéine. Depuis tout à l'heure, on dit facteur de von Willebrand. C'est quoi un facteur de von Willebrand? C'est une protéine synthétisée essentiellement par les cellules
endothéliales. D'accord? Par les cellules endothéliales. Et 20% par les mégakaryocytes, on les retrouve au niveau des plaquettes, au niveau des granules alpha. Donc, les granules alpha, c'est les mégakaryocytes, je suis trompé. Donc, cellules endothéliales, c'est Whipple palate. Donc, on a vu que les cellules endothéliales, donc, caractéristique, c'est synthétiser le facteur de von Willebrand qui sont sécrétés dans les grains de Whipple palate. Et au niveau des plaquettes, on retrouve le facteur de von Willebrand dans les granules alpha. Donc, c'est une protéine qui est synthétisée par les mégakaryocytes à 20% et 80% les cellules endothéliales. Très bien. Le site de liaison avec de liaison pour les non-prons ligands, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut retenir le GP1B9 et le GP2B3A. Donc, le GP1B9 intervient dans l'adhésion, l'interaction entre plaquettes et fibrinogènes. Plaquettes et facteurs de von Willebrand. Plus ou moins, le GP2B il peut intervenir dans l'addition également. Donc, voilà ce qu'il faut. Et le collagène, elle permet également collagène sous-endothélial. Il forme un pont entre les plaquettes et on va voir c'est quoi le pont. Donc, le facteur von Willebrand, son rôle, c'est l'adhésion des plaquettes. Quel est le rôle du facteur von Willebrand? Pour comprendre, c'est une protéine qui est synthétisée par mégakaryocytes endothéliales. Donc, il forme un pont entre les plaquettes et les cellules endothéliales. Donc, il y a un ligand qui va le fixer aux cellules sous-endothéliales et il y a un ligand qui va le fixer, qui est principalement le GP1B, qui va le fixer avec les plaquettes. Donc, en formant un pont et elle permet l'addition des plaquettes avec le sous-endothélium. C'est ça l'action du facteur de von Willebrand. Ensuite, le fibrinogène, c'est l'action entre plaquettes et une autre plaquette. Donc ça, ce qu'on appelle, on va voir ça en détail. Donc le facteur de von Willebrand, le rôle principal, c'est l'adhésion. Et également, il a un rôle protecteur du facteur 8. Il transporte, il protège le facteur 8, qui est le facteur anti-hémophilique A. Donc ça, c'est le rôle de facteur de von Willebrand. Il a deux rôles. Rôle dans l'hémostase primaire et rôle de protecteur du facteur 8. Donc ça, c'est pour les intervenants de l'hémostase primaire. On va voir le déroulement de l'hémostase primaire. Donc, la première phase, on a déjà vu, donc, il y a le temps vasculaire et il y a le temps plaquettaire. Le temps vasculaire, quand il y a une brèche, il y a de la vasoconstriction. Donc, diminution du flux sanguin. Il y a une vasoconstriction, donc c'est le premier temps qui est le temps vasculaire. Ensuite, il y a le temps plaquettaire qui va aboutir à la formation du clot plaquettaire. On va voir les étapes du temps plaquettaire. Donc, quand il y a brèche, il y a la vasoconstriction. Ensuite, il y a l'adhésion plaquettaire, c'est-à-dire, il vient le facteur de von Willebrand, il est libéré par les cellules endothéliales. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'il va? Il va se lier aux cellules sous-endothéliales parce que l'endothélium, il est mis à nu. Donc, il y aura le sous-endothélium qui a des caractéristiques thrombogènes. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura le facteur de von Willebrand qui vient être fixé sur le sous-endothélium. Il y a la plaquette qui vient, donc, grâce au GP1B9 qui est sur les plaquettes, qui va être fixé au facteur de von Willebrand. Donc, le facteur de von Willebrand, c'est un pont entre plaquettes et le sous-endothélium. Donc, ça, c'est la première phase. C'est la liaison de facteur collagène sous-endothélium. Ensuite, c'est interaction GP avec les plaquettes grâce au GP1B9. Donc, ça, c'est la première phase. C'est la phase de l'adhésion. Après l'adhésion, cette adhésion, donc voilà, sur le schéma Microsoft. Donc, ça, c'est l'adhésion. Il y a brèche, vasoconstriction, il y a l'adhésion. Deuxième phase, l'immobilisation. Donc, la plaquette, elle va être fixée avec l'interaction d'autres GP.
moi, je vous ai dit de retenir GP1B et 2B, c'est les plus importants pour dire que GP1B, elle intervient dans notre facteur de von Willebrand avec plaquettes et GP2B, plaquettes et fibrinogènes. Ça, c'est à retenir. Mais il y a d'autres GP qui sont sur la plaquette, donc ils vont intervenir directement avec le collagène. Donc, il y a le GP6. Donc, ce qu'il faut dire qu'il y a premier temps d'adhésion, et c'est le facteur de von Willebrand qui va former le pont entre plaquettes sous-endothélium. Ensuite, l'immobilisation. Et plaquette doit être fixée sur le sous-endothélium avec l'intervention de d'autres GP avec le collagène. Donc, avec le sous-endothélium. Donc, ça, c'est l'immobilisation. Plaquette va être fixée sur le sous-endothélium. Ensuite, il y a l'activation de la plaquette. L'activation, c'est-à-dire, il y aura premièrement changement de conformation des plaquettes. On a vu qu'il y avait au niveau de plaquettes les différents constituants qui sont microfilaments, l'actine et le myosine, et ça, ils vont intervenir dans le changement de la forme de rétraction, la forme de la plaquette. Parce que la plaquette, elle est entourée de membranes. Et cette membrane, comme l'endothélium, pour qu'elle circule librement dans le sang, qu'il n'y ait pas interaction, elle doit être chargée négativement pour qu'elle soit repulsée de l'endothélium, il n'y aura pas une adhésion. Donc, ce qui va permettre la circulation libre au niveau du vaisseau. Mais quand il y a une adhésion, il faut qu'il y ait les caractéristiques thrombogènes. Donc, il faut que la plaquette change de quoi. Donc, ce qu'on appelle, elle va changer de elle va changer de forme. Donc, elle va passage du forme discoïde à la forme sphérique et l'émission de pseudopodes. Et il y aura ce qu'on appelle flip-flop, c'est-à-dire inversement de la charge. Donc, la charge négative, elle va être à l'intérieur. Ensuite, il y a apparition d'autres et libération de granules. Donc, voilà, il y a ce qu'il faut pour ne pas trop compliquer les choses. Donc, il y a l'adhésion. Après l'adhésion, il y a l'immobilisation. Ensuite, il y a l'activation, c'est-à-dire la plaquette, elle change de forme, elle va émettre des pseudopodes pour qu'elle se fixe bien. Et il y a les granules, on a vu qu'il y a des granules denses, il y a des granules alpha. Ces granules, ils vont être libérés. Ces granules, le rôle de ces granules, c'est quoi? C'est l'ADP. Et dans les granules denses, il y a l'ADP, il y a du calcium, il y a la sérotonine. Et dans les granules alpha, il y a le von Willebrand, il y a le fibrinogène, il y a le facteur 5. Donc tout ça, ils vont accroître, augmenter ou recruter d'autres plaquettes pour augmenter le processus. Donc cette, cette plaquette activée, ils vont appeler d'autres plaquettes pour renforcer l'agrégation. Donc après l'adhésion, l'activation, il y aura ce qu'on appelle l'agrégation plaquettaire. L'agrégation, elle consiste en quoi? C'est l'interaction entre l'agrégation, c'est l'interaction entre les plaquettes. Comment s'effectue cette agrégation? Donc, sur la surface des plaquettes, au niveau de la surface, il y a du GP2P3A. GP2P3A. Donc, ces GP2P3A, ils vont interagir entre les deux par le biais du fibrinogène. Donc, les plaquettes ils vont être collées les unes contre les autres grâce au fibrinogène. C'est le GP2P qui va fixer le fibrinogène d'une part et le plaquette d'autre part. Et il y aura ce qu'on appelle l'agrégation plaquettaire. Et après l'agrégation, il y a la formation, la rétraction du clos plaquettaire, ce qu'on appelle la formation du thrombus blanc. Donc voilà les différents mécanismes de la première phase. C'est l'hémostase primaire. Donc l'hémostase primaire, ce qu'il faut retenir, qu'il y a l'hémostase. Ce qu'il faut retenir, c'est l'hémostase. C'est l'ensemble des mécanismes destinés à limiter les pertes sanguines au niveau du brèche sanguine. Et au niveau de l'hémostase, il y a des intervenants. Ces intervenants sont la paroi vasculaire, les plaquettes, facteur de von Willebrand et fibrinogène. Paroi vasculaire, donc
on a vu qu'il y a les cellules endothéliales, sous-endothélium, et entre les deux, il y a la membrane basale. Et le plus important, c'est le sous-endothélium qui a une action thrombogène. L'endothélium, il est non thrombogène. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le facteur de von Willebrand, il est sécrété essentiellement par les cellules endothéliales. Donc ça, c'est pour la paroi vasculaire. Les plaquettes, ce qu'il faut dire sur les plaquettes, donc, que c'est le fragment de cellule qui est formé de membranes, de granules alpha denses, granules denses qui contiennent l'ATP et l'ATP, granules alpha, c'est le facteur plaquettaire qui intervient dans l'agrégation, fibrinogène, facteur de von Willebrand, facteur 5. Et également, ce qu'il faut savoir, qu'il y a cytosquelette, et il y a les microtubules et le microfilament actin-myosine. Tout ça va intervenir dans le changement de conformation. Les deux GP, c'est les glycoprotéines qui vont être sur la surface, qui sont sur la surface des glycoprotéines, des plaquettes. C'est la clé de toute cellule. Donc, le GP1B, il permet l'adhésion, c'est-à-dire la liaison entre plaquettes et facteurs de von Willebrand. Et GP2B3A, c'est l'agrégation, c'est-à-dire l'interaction entre plaquettes et fibrinogènes. Donc ça, c'est le deuxième acteur. Pour le facteur de von Willebrand, c'est un pont. C'est une protéine qui est synthétisée par les mégakaryocytes et les cellules endothéliales. Et il sert de pont entre les cellules endothéliales et les plaquettes. Et le deuxième rôle, il a un rôle protecteur du facteur 8, l'anti-hémophilique A. Et le quatrième facteur, qui est le fibrinogène, qui intervient dans l'agrégation. C'est l'interaction entre plaquettes et plaquettes via le fibrinogène. Les différentes étapes, il y a le temps vasculaire qui est la vasoconstriction, donc diminution du flux sanguin, qui va permettre un meilleur contact entre les plaquettes et donc quand le flux est réduit, il y aura plus de contact entre les plaquettes et le sous-endothélium. Les différentes étapes, il y a le temps vasculaire, il y a le temps plaquettaire. Le temps plaquettaire, c'est le plaquette qui va agir avec le sous-endothélium. Donc, voilà. Donc, les différentes étapes. Il y a première étape, adhésion. C'est plaquette avec facteur de von Willebrand sous endothélium. Cette plaquette, elle va être immobilisée par l'interaction d'autres GP. Ensuite, il y aura l'activation, c'est-à-dire changement de forme, et flip-flop et formation de pseudopodes, et libération des granules denses et granules alpha. Ces granules, ils vont permettre de libérer des facteurs procoagulants, des facteurs d'agrégation, et ils vont permettre de recruter d'autres plaquettes et d'augmenter le processus d'agrégation. Ensuite, il y aura l'agrégation, c'est-à-dire liaison entre les deux plaquettes via le fibrinogène et le GP2B3A et formation du thrombus plaquettaire ou bien le thrombus blanc qui permet l'arrêt du saignement dans les fins capillaires. Qu'est-ce qu'il y aura après? On a le phénomène de la coagulation. Ce thrombus blanc, il doit être enserré et renforcé dans les mailles du réseau de fibrine, c'est-à-dire la formation d'un caillou obstruant la brèche vasculaire qui est le thrombus rouge. Comme dans le thrombus blanc, l'hémostase primaire, il y a des intervenants. Dans la coagulation, il y a des intervenants, ce qu'on appelle les facteurs de la coagulation. Donc, le facteur 1, c'est le fibrinogène. Il intervient dans l'hémostase primaire et dans la coagulation. Il a double rôle. Donc, le facteur 1, c'est le fibrinogène. Il est absent dans le sérum. Le taux normal, il est entre 2 et 4. Le facteur 2, c'est la prothrombine. Le facteur 5, c'est la proaccélérine. Le facteur 7, c'est la proconvertine. Le facteur 8, c'est l'anti-hémophilique A. Le facteur 9, c'est l'anti-hémophilique B. C'est le plus important. Facteur 8, facteur 9. Stuart, c'est le facteur 10. Facteur 11, Rosenthal. Eggman, facteur 12. 13, c'est stabilisateur de fibrine. Ces facteurs à retenir. Il n'y a pas de... donc, c'est à retenir. Ce qui est important, il faut retenir donc du facteur de 1 à 13 et leur nom.
Très bien. Ce qu'il faut retenir également, qu'il y a des facteurs qui sont vitamino-K dépendants. C'est le 27910, c'est-à-dire le 2, 7, 9 et 10 sont des vitamines K. Ils ont besoin de la vitamine K pour qu'elle soit, ils sont vitamino-K, sans vitamine K, ils ne vont pas agir. Ils ont besoin de vitamine K. Il y a le facteur 1 qui est au niveau des plaquettes, dans les granules, très bien. Et le facteur 5, il est dans les plaquettes. Très bien. Et le facteur 8, il est protégé par le facteur de von Willebrand et il est au niveau des plaquettes également. Le reste, il est au niveau du sérum. Donc, voilà, sont synthétisés essentiellement par le foie. Donc, c'est des proenzymes. C'est des proenzymes, c'est-à-dire, ce qu'il faut retenir, ce sont des proenzymes. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une réaction pour qu'elle soit activée. Ils ne vont pas agir, par exemple, le facteur 2, la prothrombine, elle va agir. Non, il faut qu'elle soit activée. C'est pour ça qu'on dit proenzyme. Après activation, elle devient enzyme active. Très bien. Ils sont synthétisés par les podocytes. Donc, il y a deux cofacteurs. Les autres sont des facteurs. Il y a deux cofacteurs. Il y a le facteur 8 et il y a le facteur 5. On va voir pourquoi ce sont des cofacteurs. Il y a les facteurs vitamino-K dépendantes qui portent donc des résidus gamma-carboxyliques qui fixent le calcium et se lient à la membrane phospholipide. Donc, ce qu'il faut, c'est le PPS, c'est le facteur 2, 7, 10 et 9, 27 910. Les inhibiteurs, il y a des inhibiteurs donc de la coagulation. Donc il y a des intervenants pour qu'il y ait un équilibre. C'est la régulation de la coagulation. Il y a coagulation, mais il ne faut pas qu'il y ait un excès de coagulation. Il faut toujours un feedback négatif, un contrôle négatif. C'est ça la régulation de la coagulation. Donc il y a des inhibiteurs. Il y a l'antithrombine 3. Il y a la protéine C et S qui sont vitamino-K dépendants. Il y a la TFPI. On va voir l'action de chacun. Donc, ça, c'est à retenir, les facteurs de la coagulation, de 1 à 13, le nom de chaque facteur. Il faut savoir que le fibrinogène, c'est une protéine soluble dimérique capable de se transformer en réseau de fibres, sont des proenzymes de coagulation. Il y a les 5 facteurs de la sérine protéase 2, 7, 9, 10 et 11. Et il y a les vitamino-K dépendants 27 910. Et il y a les cofacteurs 2, deux cofacteurs qui est le 8 et le 5. Les inhibiteurs, il y a l'antithrombine, il y a la protéine CS, parce que le S c'est un cofacteur du C, de facteur C. C'est pour ça qu'on dit complexe protéine CS. Il y a l'initiateur donc le TFPI. Donc les mécanismes, il y a l'ancien concept et le nouveau concept. Vous pouvez retenir que le classique, donc la voie endogène et la voie exogène, donc ce qui est pour systématiser et être classique, rester classique. Il y a un nouveau concept, on va en parler, mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout les deux voies. Voie endogène, voie exogène et la voie endogène. Tout ce qui est en bleu, c'est la voie exogène. Tout ce qui est en rouge, c'est la voie endogène. Et il y a la voie commune, tout ce qui est en vert. D'accord? Il y a la boucle de Gaussian, donc on va voir c'est quoi. La voie exogène. Donc la voie exogène, principal acteur de la voie exogène, c'est le facteur 7. C'est le facteur tissulaire. Donc le facteur 7, il est activé par le facteur tissulaire. Il faut retenir ça. Ça, c'est à retenir. Le facteur voie exogène, donc c'est le facteur 7, principal facteur. Donc, il va être activé par le facteur tissulaire. Ensuite, toujours, les phospholipides de calcium sont quasi constants dans phospholipides, c'est les phospholipides des plaquettes. C'est les qui sont au niveau des plaquettes. Donc, la membrane de la plaquette. Donc, phospholipides plus calcium avec le facteur 7 activé. Donc, il va activer le 10.
pour donner le complexe prothrombinique qui est formé du 10 activé, donc 10, il est activé par le facteur 7 activé avec facteur tissulaire phospholipide et calcium. Donc le facteur 10 activé avec phospholipide, bien sûr, et le calcium, et le facteur 5 activé, elle va former le complexe prothrombinique. D'accord? Donc voilà, et va activer, donc transformer la prothrombine en thrombine, c'est-à-dire le 2 activé. Donc le complexe prothrombinase, ça c'est la voie commune, hein. Les deux, ils vont aboutir à ça. Donc c'est d'activer le 10 en 10 activé avec le 5 activé phospholipide, parce qu'on a dit le 5 c'est un cofacteur. D'accord? C'est un cofacteur. Donc le 10 activé phospholipide, le 5 activé calcium, il va transformer la prothrombine facteur 2 en 2 activé qui est le thrombine. Et le thrombine, elle va transformer le fibrinogène en fibrine. Donc ça, c'est la voie commune. Et la voie exogène, c'est le facteur 7. Il y a la voie endogène, c'est-à-dire il y a le sous-endothélium. Et le kininine de haut poids moléculaire et la précalécréine, donc ça c'est le collagène, c'est un activateur qui va stimuler, donc il va activer le 12 en 12 activé. Le 12 activé, il va activer le 9 en 9 activé. Donc il va activer le 9 et donner le 9 activé. C'est l'anti-hémophilique A. Et le 9 le 11, pardon. Le 12 activé, il va activer le 11. Et le 11 activé, il va activer le 9 et donner le 9 activé. Avec le cofacteur le 8, donc le 8, le 9 et phospholipidification sont quasi constants. Donc le 9, ce qu'il faut retenir, c'est le 9 et le 8. Le 9 et le 8, ce qu'on appelle le complexe ténase. Donc le 9, le 8, bien sûr avec phospholipidification, c'est un complexe ténase. C'est l'aboutissement ce que la voie endogène va produire. Elle va produire le complexe ténase, qui va activer à son tour le 10. Comme le complexe 7 activé avec facteur T. Donc facteur tissulaire, il va activer le 7. Il va activer le 10. Et le 11, il va activer le 9. Avec le cofacteur qui est le 8, il va activer le 10. Et le 10 activé avec le cofacteur qui est le 5, ils vont activer la prothrombine en thrombine. Et la thrombine, elle va transformer le fibrinogène en fibrine. Donc, c'est simple. Il y a la voie endogène, la voie exogène. Si on vous dit la voie endogène, quels sont les facteurs qui vont intervenir dans la voie endogène, c'est clair. Le 12, le 11, le 9 et le 8. La voie exogène, c'est essentiellement le 7. La voie commune, c'est le 10, 2 et le fibrinogène. Donc, le 10, le 2 et le 5. Donc, ça, c'est la voie commune. Donc, la voie exogène avec la voie endogène, ils vont partager la voie commune. Il y a la courbe de Gauss quand il y a, parce que le principal qui va activer le 10, c'est surtout la voie endogène, qui va activer avec activation très importante du 10. Mais le facteur 7, il va activer à son tour le facteur, ce qu'on appelle la courbe de Gauss. On a, après la formation de thrombine, donc il y a fibrinogène qui va être transformé en fibrine. Donc fibrinogène, grâce à la thrombine, donc il va être donné des monomères de fibrine, il va être donné un polymère qui est instable de fibrine, et grâce au 13 activé, il va donner du polymère stable de fibrine qui va former la formation du caillou. Donc, ça, c'est le nouveau concept. Donc, il y a la phase d'initiation, donc le facteur tissulaire qui va activer le facteur 7. Et le facteur 7, à son tour, il va activer et le 10 et le 9. Donc, il va activer et le 10 et le 9. D'accord? Donc, voilà ce qu'on appelle la phase d'initiation. Ensuite, après la phase d'initiation, il y a la phase. Ça, c'est pour ne pas. Donc, il y a le facteur 7 qui va activer le 10 et le 5. Ça, c'est le nouveau concept. Et le facteur 10 avec le 5, il va activer la thrombine. Et la thrombine, elle va activer à son tour les autres
facteur. Donc ça, c'est la phase d'initiation de la coagulation, c'est le facteur tissulaire qui va activer le 7. Et il y a la phase d'amplification, c'est-à-dire il y a l'activation de 12, il va activer le 11, il va activer le 9, et le 9, il va activer le 10. Donc il y a une amplification de l'action du 7. Donc voilà du 7. Donc, on aura la formation de la thrombine et qui va donner du fibrinogène, elle va donner de la fibrine. On a vu formation du polymère instable, ensuite stable grâce au facteur 13. Donc, ça, c'est les différents facteurs qui vont intervenir. Mais il y a des inhibiteurs. On a dit faut qu'il y ait toujours une régulation. Il y a l'antithrombine, elle va agir sur la thrombine, ce qui est logique. Facteurs C et S, ils vont agir sur le cofacteur. Ils vont agir sur le 8 activé et le 5 activé. Et il y a TFPI sur le facteur tissulaire. Donc ça, c'est les inhibiteurs de la coagulation. Donc il y a un équilibre entre l'hémorragie et la thrombose grâce aux inhibiteurs. Ensuite, il y a la phase de dissolution, donc formation du caillot. Après donc 72 heures, il y a dissolution du caillot pour imperméabilisation du sang. Donc il y a les acteurs qui sont essentiellement le plasminogène qui est transformé en plasmine par les activateurs qui est l'activateur de plasmine, ça c'est le principal acteur, donc qui active plasminogène en plasmine. Le plasmine, les inhibiteurs, c'est l'antiplasmine et alpha-2 macroglobuline. Donc ils vont dissoudre le fibrine, ils vont dégrader la fibrine et donner les produits de dégradation de fibrine. Dégradation de la fibrine, elle va donner des PDF, produits de dégradation de fibrine. Il va donner des didymères, il va donner les complexes solubles. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'elle va donner, la dégradation. Pour l'exploration biologique, il y a l'exploration de l'hémostase primaire, il y a l'exploration de la coagulation. Pour l'hémostase primaire, il y a un temps de scène. Donc, on doit explorer le vaisseau, plaquettes, fibrinogène et facteur de von Willebrand. Donc ça, il faut explorer les quatre acteurs. Donc, temps de saignement, il explore l'intégrité du vaisseau. Donc, il y a la méthode d'Evy, il y a la méthode de Duke, c'est bien expliqué sur les différentes planches. Donc, le temps d'Evy normal, doit être inférieur à 10 minutes et Duke, il doit être inférieur à 5 minutes. Il est de moins en moins utilisé. On utilise le temps d'occlusion. Ça, elle permet d'explorer le temps, le vaisseau sanguin. Et les plaquettes. Ensuite, il y a les plaquettes. Donc, on doit doser les plaquettes. C'est par numération formée sanguine. Le risque hémorragique quand les plaquettes sont inférieures à 50 000. Donc, il y a un problème d'hémostase primaire. Ou bien, il y a anomalie qualitative, ce qu'on appelle les thrombopathies. Donc, il y a le facteur de von Willebrand, on fait le dosage de facteur de von Willebrand. Fibrinogène, on fait le dosage de facteur de fibrinogène. Donc, ça, c'est pour l'hémostase primaire et l'exploration de l'hémostase primaire. Il y a l'exploration de l'hémostase secondaire, c'est-à-dire coagulation. Il y a deux paramètres très principaux. Donc, il y a le TP qui est le temps TP, temps de prothrombine, donc, ou bien le temps de Quick. Temps de thrombine, donc c'est la coagulation d'un plasma recalcifié en présence de thromboplastine tissulaire. Elle est exprimée en pourcentage pour le TP et le TQ. Et le TCS, c'est le temps de coagulation d'un plasma recalcifié en présence de phospholipides d'un activateur de coagulation. On va voir. Donc, ce qu'il faut retenir, que le TP, il explore la voie exogène, c'est-à-dire facteur 2, facteur 5, 7 et 10. Et le TCA, il explore la voie endogène, c'est-à-dire le facteur 2, facteur 5, facteur 8. Pourquoi on dit facteur 2 et le facteur... parce que le voie exogène, c'est le facteur 7. Et la voie commune, parce qu'ils partagent la voie endogène et exogène, partagent la voie commune. Donc, on dit, il explore non seulement le facteur 7 qui est la voie endogène, exogène, il y a le facteur 2, facteur 5 et le facteur 10 de la voie commune. Également pour la voie endogène pour le TCA, c'est le facteur 2, le facteur 5 et le facteur 10 et les facteurs de la voie endogène qui est le facteur 8, 9, 11 et 12. Donc voilà, donc le TP donc, qui est réactif, donc il y a du sang, il y a un anticoagulant, un inhibiteur de calcium. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute du calcium
du plasma, donc, et la thromboplastie, un activateur du 7. On rajoute le réactif, c'est taux de prothrombine, c'est réactif, c'est le temps thromboplastie tissulaire, qui est un activateur. On rajoute les réactifs qu'on rajoute sur le tube citraté. Donc, on rajoute du thromboplastine citraté et on va calculer le temps de prothrombine. Il doit être, donc, il y a le temps de Quick qui va être calculé en secondes. Normal, il est entre 11 et 13. C'est-à-dire, il est pathologique. Il y a un témoin, c'est-à-dire un témoin à 13. Si le patient, il est à 12, il est normal. À 15, il est limite. À 16, il est allongé. C'est-à-dire, il est pathologique quand le temps il est supérieur à 2 secondes par rapport au témoin. On a fait donc le TQ, on l'a transformé sur plasma calibré, sur TP donc à 100%, sur un plasma qui est témoin, 100%, 50%. Donc on a converti le TQ en pourcentage en TP. Il est pathologique quand il est, normalement, il est entre 70 et 100%. Il est pathologique quand il est inférieur à 70. Il y a un autre paramètre qui est l'INR qui permet de surveiller les patients traités par les antivitamines K, puisque le vitamine K, c'est surtout le 2, 7, 9, 10. Et le 2, 7, 9, 10, c'est essentiellement dans la voie exogène et commune. Donc, c'est le TQ. Donc, on a fait le TQ patient sur le TQ témoin. Puissance EC, c'est un indice de sensibilité. Elle a donné l'INR. C'est spécifié pour surveiller les patients traités par INR. Il y a des cibles qu'il faut les respecter. Le TCA, c'est comme le TP, on donne des facteurs de contact. Et les réactifs, on dit TCA, céphaline, kaoline, c'est des activateurs. Comme les activateurs, on a vu que dans la voie exogène, dans la voie exogène, il y a des facteurs d'activation. Il y a là, il y a au niveau de TCA, donc réactif, il y a des facteurs de contact, activateurs de contact, soit kaolin, ça dépend ce qu'on utilise, soit céphaline kaolin, TCA ou TCQ, ça dépend ce qu'on utilise comme activateur, soit TCA, soit TCK. Ensuite, avec phospholipide calcium, donc on aura le temps mesure du temps de céphaline activation. Il est normal, entre en calcul, donc ça c'est les différentes étapes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce qu'il faut retenir, le TCA, il est compris, donc normalement il est entre 30 et 35, mais on donne toujours un témoin. On ramène un échantillon qui est censé être normal. On a 32 par exemple. Nos patients, ils doivent être inférieurs à 10. Si on a un temps qui est supérieur à 10 par rapport au témoin, c'est pathologique. Donc, voilà les différentes explorations. Si on a un TP qui est normal et TCA qui sont normaux, donc il n'y a pas de déficit. C'est que le TCA, il est allongé, donc atteint de la voie exogène. Si on a le TP allongé, donc il y a atteint du 7 seulement. La voie commune, non, parce que TCA, il est normal. Si on a le TP et le TCA, les deux qui sont allongés, donc déficit de plusieurs facteurs, soit la voie commune, donc la voie commune et la voie endogène et exogène. Il y a déficit qui est qui touche pratiquement tous les facteurs. Donc voilà. Si on a TP, TCA normal, il n'y a pas de déficit. Si on a un TCA qui est allongé, donc c'est la voie endogène qui est touchée seulement. Seulement, c'est le 8, 9, 11 et 12. Mais quand le TP il est allongé, donc que le TP qui est allongé, TQ qui est allongé, donc il y a un déficit en 7. Si le TQ et le TCA qui sont allongés, donc c'est la voie commune qui est atteinte. Donc voilà pour l'hémostase primaire et la coagulation. J'espère que ça a été clair. On va, après ce cours donc d'hémostase, on va voir les troubles de l'hémostase primaire et troubles de la coagulation. Ben, je vous souhaite bon courage. Saha fطوركم وصحة رمضان.